dans le Lorum, quand on prend Arbinda dans le Soum, quand on prend Silmagué dans le Namentenga, ces populations nous approchent pour demander des vivres, pour vous interpeller. Qu'est-ce qui coince? Ok. Il n'y a pas eu de décélération à notre niveau. Quand vous parlez de Soleil, je pense que Soleil a été ravitaillé la semaine passée. Je pense que c'est la première fois qu'un ravitaillement terrestre arrive depuis quelques années. Au prix d'énormes sacrifices. Il faut saluer la bravoure de ces hommes qui ont été engagés. Voilà, des dizaines et des dizaines d'IED qui ont été détruits. Et au moins, c'est une base où ils ont rencontré sur leur progression un contact quand même qui les a fait dormir dans la brousse pendant des jours à cause des dégâts matériels qu'on a connus. C'est des choses qui ne se disent pas, mais les hommes se battent et partent au prix de leur vie vers là où ils doivent aller. Parce que pour moi, il ne s'agissait pas d'amener quelques tonnes avec un hélicoptère, il fallait aller par la route, ravitailler sérieusement ces zones et les hommes ont relevé le défi. Et Dieu seul sait quels sont les obstacles qu'ils ont croisés en route, mais ce sont des exemples que je vous donne. Arbinda, ça a été ravitaillé il y a peut-être 1 mois et demi de cela, mais il faut reconnaître qu'il y a une population immense à Arbinda, donc ça n'a pas suffi. Et c'est en cours, de même que certaines autres localités, Djibo ou autres. Il faut dire que la difficulté actuellement, c'est les camions. Voilà, les camions pour pouvoir ravitailler. Et on avait même, j'ai vu l'état-major qui a communiqué pour qu'on puisse louer à frais social ou ceux qui peuvent donner, qu'ils puissent donner. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de manifestation en tant que telle. Parce que plus les prix sont élevés, moins on peut louer. Donc, à l'instant où je parle, on est en train de chercher à louer. Voilà. Certains aussi sont réticents pour donner leur camion à cause de l'insécurité. Mais bon, je pense que c'est le sacrifice à faire. Donc, je vais interpeller donc, ceux qui en possèdent de faire le sacrifice. Et ensemble, on peut quand même essayer de relever ce défi-là. Le temps qu'on puisse remettre en bon état nos routes. En tout cas, nous, on fait le maximum pour assurer la sécurité de ces camions actuellement pour y arriver et revenir. Vous avez parlé de la grande population de Arbinda. C'est là que des femmes ont été enlevées. Vous les avez retrouvées, vous les avez sécurisées, mais il y a beaucoup de non-dits autour de cette affaire. Quelle est la vérité, Monsieur le Président? La vérité. Cette affaire, c'est comme je dis, d'abord, je pense que le ministre de la Communication a eu à parler sur ça, les circonstances, comment on l'a appris, comment on a eu tous les détails. Je pense qu'il a parlé sur ça. Et je pense que ça doit nous interpeller. Chacun doit pouvoir réfléchir et comprendre un peu le jeu. Les femmes ont été retrouvées. Elles sont actuellement dans un centre pour d'abord prendre soin d'elles psychologiquement, les remettre vraiment en bon état de santé, psychologique et physique. Et dans le même temps, il y a des cellules prévotales qui sont là-bas pour les interroger. Donc c'est en cours. À travers donc tout ce qu'elles pourront nous dire, on va rétablir la vraie vérité. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même un flou autour de la question. Voilà. Mais je ne saurais vous dire exactement ici, mais les femmes sont en train les langues se délient un peu. On en saura plus. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, la ministre de l'Action humanitaire informait l'opinion nationale de certaines difficultés avec des ONG pour les ravitaillements des zones en difficulté, notamment le PAM, pour ne pas le citer. Qu'est-ce qui explique cela et où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Vous l'avez déjà cité. Hein? Donc, bon, il y a beaucoup d'ONG qui agissent sur le sol burkinabé. On est en train actuellement de faire l'inventaire et de voir les missions de chacun parce qu'il y en a trop, beaucoup trop, que ça peut même nous causer des problèmes. Ce n'est pas seulement ce problème de ravitaillement. Avec le PAM, je pense que Madame la ministre a été assez claire, assez explicite. C'est bien. Si on peut nous aider à ravitailler nos populations, c'est bien. C'est même très bien. Qui ne veut pas ça? C'est ce que nous souhaitons. Mais nous souhaitons que ce qui part là-bas, qu'on ait un œil dessus. Qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui est dans les sacs, qu'est-ce qui est servi aux populations, où ça part. Mais bon,
à un moment donné, on ne se comprenait pas parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on puisse suivre, qu'on puisse être dedans et qu'on n'ait pas un contrôle. Donc c'est là qu'était le blocus. Et en temps aussi, il y avait les questions de frais, bon, que nous ne pouvons pas éventuellement supporter. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs réunions, il y a eu un protocole qui a été établi et qui a permis donc d'asseoir une procédure pour que nous puissions suivre. Donc si on ne peut pas suivre, on est obligé de faire clouer les hélicoptères. Si on ne sait pas où ça part, qu'est-ce qui est dedans, on est obligé de faire clouer. Excellence, on va aussi parler coopération internationale. Alors, on sait que plusieurs de vos soutiens, en tout cas, ont réclamé à corps et à cri la diversification de nos partenariats, notamment en matière sécuritaire. Et on sait également que pas mal de ces soutiens ont aussi demandé le départ de l'une des plus anciennes de nos partenaires, qui est la France. Alors, depuis quelque temps, le sentiment commun est que entre le Burkina et la France, ça ne va pas vraiment. Monsieur le Président, beaucoup voudraient savoir si c'est une réponse à l'appel de la rue, un choix mûrement réfléchi, ou alors est-ce que on est en train de sonner la rupture définitive de nos relations diplomatiques avec la France? D'abord, je vais pas... Il faut changer le terme rue. Je préfère jeunesse consciente. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous observons, que ce soit nous ou ceux qui viendront après nous, personne ne doit pouvoir s'amuser avec l'avenir de cette jeunesse-là. Ça, c'est le message qu'on a compris à travers donc, ces manifestations. Secondo, donc, à travers donc, les relations, diversifier, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées, d'autres sont à venir, pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, franc. Si on nous dit, je vous donne ça et je veux ça en retour, on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair, si je peux dire, déséquilibré, non. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Mais il n'y a pas une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Et comme vous dites, la fin des relations diplomatiques, non. Vous faites allusion à la décision de dénoncer l'accord la dernière fois. C'est un accord militaire et dans les textes de l'accord, il est prévu qu'une des parties puisse le dénoncer. Donc c'est juste un processus qui a été enclenché, mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Et donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Et même, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques ou des haines contre un État particulier. Monsieur le Président, avec la France, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a eu plusieurs incidents. Il y a eu à votre prise de pouvoir les violences contre l'ambassade de France, le consulat, les instituts français. Il y a eu 2 citoyens français soupçonnés d'espionnage qui ont été renvoyés chez eux. Il y a eu votre demande de changement de l'ambassadeur français au Burkina. Et puis il y a eu la dénonciation de cet accord. Donc la multiplication des incidents peut laisser croire que vous voulez rompre avec la France au profit de la Russie, par exemple, ou même de Wagner. Merci de rentrer dans le sujet. Je savais que vous, les journalistes, vous viendrez sur ça. Non, il y a plusieurs incidents, certes. Il y a plusieurs incidents, mais quand il y a des incidents, c'est normal qu'on prenne des mesures. Parce que ce que les gens disent peut paraître des préjugés. Mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau de responsabilité donné. Lorsqu'on constate que certains préjugés sont réels, il y va de soi qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne des décisions dans le sens donc, de ce que ce peuple souhaite. Et tout ce que le peuple veut, c'est sa souveraineté et pouvoir vivre dignement et bien.
Et nous avons cette capacité. Donc s'il y a des faits et gestes ou certains accords qui nous empêchent de pouvoir donner cette vie et cette dignité à notre peuple, il va de ça qu'on s'oppose à ça et qu'on prenne des actes contre cela. Donc peut-être que c'est la politique qui n'était pas la bien, menée par la France, mais je pense que cela ne veut pas dire qu'il y a une haine particulière, c'est ce que j'insiste. Non. Et ça ne veut pas dire aussi quitter un pays pour un autre. J'insiste sur le fait de notre souveraineté, sur donc l'équilibre de nos relations. Peu importe l'État, si c'est pour venir nous coloniser encore, si on peut le dire, nous dominer, nous ne serons pas d'accord. Non, nous ne serons pas d'accord. Les gens voient le virement vers la Russie, pas forcément de façon politique, si je peux dire, parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes là pour une mission, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la mission première. Dans cette sécurité, la situation qui est arrivée le 30, ça se trouve être anticonstitutionnelle, donc antidémocratique pour certains. Et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États. Donc, subitement, on se retrouve à nous refuser donc, un certain nombre de choses, notamment les équipements militaires et tout. Alors, si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays, on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La plupart des chancelleries occidentales sont passées ici. Je les ai dit ça. Donc, qu'on nous permette de pouvoir nous équiper et de faire la guerre. Parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir. Ça, jamais. Sinon, pourquoi on serait venu? Donc, ça impose qu'on scrute d'autres horizons, rien que le côté militaire. Et le volet économique aussi, c'est important, parce que ça accompagne la guerre. Il faut nouer d'autres partenariats pour avoir certains avantages. Tout ce qui peut avantager ce peuple, nous sommes partants. Mais tant qu'on n'a pas des avantages dedans, on n'est pas partant. Comment vous arrivez à faire ce que vos prédécesseurs ne pouvaient pas faire parce qu'ils avaient les mains liées? Les mains liées, vous dites? C'est vous qui l'avez dit dans votre discours. Vous avez dit, nous n'allons pas faire la fête de l'indépendance, nous avons les mains liées, nous ne sommes pas souverains. Ok, vous parlez de cette main liée. Oui, et vous dénoncez des accords que vos prédécesseurs n'ont jamais eu le courage de dénoncer. Comment vous faites? D'accord. Ça tombe bien que je ne suis pas dans une posture de diplomatie. Il faut avoir peut-être souvent le courage de faire certaines choses, mais tout le monde n'a pas forcément ce courage. Nous avons un idéal pour le pays. Nous avons un idéal que nous avons développé depuis très longtemps. Et nous rêvons de quelque chose pour ce pays. C'est ce qui nous a amené à prendre ce risque. C'est le plus gros risque que je peux dire qu'on puisse prendre dans l'armée. On a pris le risque parce qu'on a des idéaux, on a un rêve pour le pays. Il n'y a pas de raison qu'on prenne ce risque et que, étant maintenant devant les faits accomplis, qu'on ne puisse pas prendre des décisions courageuses allant dans le sens de ce que nous avons comme rêve. Donc, le peuple a des aspirations, ça se trouve être nos aspirations. On prendra toujours des décisions qui vont dans ce sens. Les prédécesseurs, peut-être que pour des raisons politiques, comme c'était, comment je vais dire, c'est la démocratie. La politique politicienne? Je ne connais pas la politique, mais la manière de la faire, je ne sais pas. Ils n'avaient pas peut-être ce courage de le faire. Et bon, la différence aussi, c'est que, comme j'ai dit, nous sommes plus... peut-être que la guerre a contribué à nous rendre beaucoup plus courageux, plus durs. C'est aussi l'effet, comment je vais dire, la guerre n'est pas que mauvaise. À force de nous coincer, à force de l'adversité, ça nous change. Mais retenez une chose, la seule chose qui nous anime, c'est le bonheur de ce peuple-là, le rêve que nous avons pour ce peuple. Et pour ça, on prendra toutes les décisions nécessaires. Et sur Wagner? Oui, Wagner, on a entendu dans la presse partout que Wagner est à Ouagadougou. Nous aussi, on a appris ça comme ça. Et j'ai même demandé à certains, ah bon, ils sont où?
Entre-temps, on a appris qu'ils sont même logés dans un hôtel quelque part. Nous, on était surpris de voir de quoi il s'agissait. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été juste créé pour... vous voyez, il y a un état d'esprit général. Lorsque vous traitez avec Wagner, tout le monde vous fuit. Donc, c'est quelque chose qui a été créé pour que tout le monde nous fuit. Eh bien, félicitations. C'est bien. Lorsque vous vous retrouvez coincé comme ça, vous êtes obligé de développer des solutions endogènes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes capables, ce pays-là est capable de transcender tout ça. Wagner n'est donc pas une option que vous envisagez? Wagner, nous avons nos Wagner déjà. Les VDP que nous recrutons, c'est les premiers Wagner. Alors, coopération internationale, coopération sous-régionale également. Monsieur le Président, quel est l'état de nos relations avec les pays voisins? Alors, on sursure depuis quelque temps qu'il y aurait du gaz dans l'air entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire déjà n'a pas répondu à l'invitation du Burkina pour l'ouverture officielle du Salon international de l'artisanat. Alors, beaucoup font cas, en tout cas, de bisbilles entre les deux pays, d'autant plus que l'on estime que la Côte d'Ivoire est proche de la France et que comme la France est maintenant en train d'être plus distante du Burkina, alors on a vite fait de tirer des conclusions. Est-ce qu'on peut savoir exactement de quoi il en retourne? C'est de notre devoir de travailler entre les deux États pour que ces conclusions ne soient pas réelles. Pour l'instant, pour ce qui est du CIAO, bon, je ne peux vous répondre pourquoi il n'était pas là. Et concernant nos rapports avec nos pays voisins, je peux dire que c'est plus ou moins bon. Plus ou moins bon parce que nous espérons plus de coopération, il faut le dire. Surtout sur le volet sécuritaire. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et serait intéressant que chacun comprenne l'enjeu du moment, que ce n'est pas une affaire du Burkina. C'est une affaire qui va affecter tout le monde et qu'on puisse coopérer beaucoup plus et se donner plus la main. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Les armées coopèrent bien. Les opérations, beaucoup sont en planification, d'autres se déroulent déjà avec certains pays voisins où on arrive même à traverser, rentrer chez les uns les autres. Les autres aspects, je pense que c'est à nous de développer ça. Les premiers responsables. Monsieur le Président, on vous a vu au Mali, mais on ne vous a pas vu au Niger. Ça va, ça ne va pas avec le Niger? Ça va venir. Ça va venir. Je ne me déplace pas beaucoup parce que la situation est préoccupante à l'intérieur. Il faut se concentrer plus. Avec le Mali, d'abord, je vous disais, comme quand j'étais là-bas, nous avons plus de 1200 km de frontière avec le Mali. C'est la plus grande frontière. Et pourquoi les gens ne veulent pas qu'on coopère? Et secondo, vous aurez remarqué, de l'ouest jusqu'au nord, les peuples, c'est les mêmes peuples en fait qui se trouvent de part et d'autre. Donc, il était urgent pour nous de chercher à mutualiser nos moyens rapidement et de renforcer cette coopération. Parce qu'on a beaucoup de proximité, tant sur le plan social, sur beaucoup d'autres aspects aussi. Et quoi qu'on dise, ça ne veut pas dire qu'avec les autres, ça ne va pas. On communique. Et il y a des missions déjà. Et peut-être bientôt, quand on va faire baisser la fièvre à l'interne, on peut se permettre de ressortir. Par rapport à nos relations avec la CEDEAO, qui est notre organisation commune sous-régionale, la CEDEAO rassure qu'elle est prête à accompagner le Burkina. Le Burkina rassure que la transition va travailler à organiser des élections mi-2024. Mais il y a toujours des inquiétudes chez les citoyens. Ils sont convaincus que quelque chose ne va pas avec la CEDEAO. C'est quel détail, Monsieur le Président? Ça, peut-être les citoyens pourront vous le dire. Les détails. Ce que je sais de la CEDEAO, c'est comme vous l'avez dit. Il y a des traités, nous sommes toujours dans le même sillon. Il y a des échéances que la CEDEAO, donc, on s'est accordé sur ça, notamment l'organisation d'élections en 2024. Nous avons bien souhaité, ce serait bien que nous puissions même finir, sinon en tout cas diminuer l'effet de ce phénomène-là bien avant et repartir vivre nos vies. Et on aurait souhaité donc qu'on soit bien soutenu
Et vraiment qu'on puisse nous appuyer, qu'on puisse rapidement faire cette guerre et organiser ces élections-là. Mais pour l'instant, nous sommes à 4 mois. On n'a pas encore eu de soutien militaire. Parce que quand on dit soutien militaire, c'est l'équipement qui compte beaucoup pour nous. L'acquisition rapide, comme ça se fait dans certains États. Mais on attend toujours, on espère que la CEDEAO va répondre. Est-ce que vous l'avez demandé expressement au président Embalo? Oui, je l'ai demandé verbalement depuis octobre. Et je pense qu'en octobre, on a même adressé une correspondance avec une liste, même pas la CEDEAO seulement. À l'Union européenne, on a beaucoup d'autres partenaires. On a carrément écrit avec carrément une liste d'équipements qu'on souhaite quand même acquérir pour la lutte. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse concrète. Donc, on se bat avec nos moyens. Le Mali, dont nous sommes très proches, a quitté le G5 Sahel, mai 2022. Vous êtes arrivé au pouvoir après. Est-ce que vous voulez quitter aussi le G5 Sahel? Si le Mali a quitté, ce n'est plus G5. Le nom n'a pas changé. Ah, donc ça devient G4 alors. Ça dépend. C'est une organisation qu'on ne maîtrise pas trop, si on peut dire comme ça. Parce que les effets, quel était le résultat attendu? Il faut qu'on fasse peut-être une analyse à l'interne ici. Qu'est-ce que le G5 nous permet d'acquérir? Quel est le résultat qu'on attendait? Est-ce qu'on a attendu cela? Et on va faire cette analyse et puis décider. Parce que si ça ne nous sert pas trop, on verra la décision à prendre. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est bilatéral. Parce que le contexte du Burkina est assez particulier. On a 6 pays limitrophes. Donc, nous, on doit se battre sur plusieurs fronts. Et